tous, bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Je me présente, professeur Reggie, avec... Gérard. Jerry ou Gérard? Je change de nom à chaque fois. Ouais, j'ai comme ça, 5 surnoms, c'est merveilleux. Et en compagnie de notre invité, M. Victor Laroucaire. Oui. Expert en histoire de la fiscalité. Entre autres. Notamment, malgré tous ses champs de compétences. Donc, M. Laroucaire. Oui. La dernière fois, on a parlé... En fait, les dernières fois, on a parlé de l'origine de l'impôt. Oui. Dit 6 000 à 10 000 avant Before Christ. Oui. On a parlé par la suite de la Grèce antique, donc Oui. à peu près 600 avant Jésus-Christ. Et maintenant, on fait un saut dans le temps. Oui, tout se relocalise au Canada, histoire d'avoir un sujet qui est un peu moins distant, et forcément un peu moins distant dans le temps. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être la fiscalité au Canada avant 1867. Donc, Ce n'est période... pas le Canada. Effectivement, en vrai, ça s'appelait quand même... L'endroit s'appelait comme ça, enfin, la Nouvelle-France, puis province du Québec, puis après au Bas-Canada, puis Canada uni. Bon, fait que là, on est où à peu près, là? Donc, on est à peu près au XVIIe siècle pour la période française. Et après, pour ce qui est plutôt du XVIIIe, XIXe siècle, on est plutôt sur la période anglaise. OK. Transition français-anglais se fait en 1763. OK, fait que là, on est plus 1700-1800. Exactement. Donc, on va voir un peu comment marchait le système dans la Nouvelle-France, donc le système seigneurial. Et après, pour ce qui est du régime anglais, on va surtout insister de pourquoi le système fiscal canadien s'est développé différemment au Haut et au Bas-Canada. Comme pourquoi expliquer que deux régions qui étaient auparavant une, c'est la province de Québec, ont eu un développement fiscal relativement différent. Et c'est quoi les causes? Donc c'est un peu intéressant de voir c'est quoi les causes tant économiques qui expliquent ça que socioculturelles. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Donc, on va commencer par l'époque française, donc l'époque de la Nouvelle-France. Souvent, on a eu un peu l'idée un peu simpliste en disant, à l'époque de Nouvelle-France, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas d'impôt. Et ça, c'est un peu resté surtout avec les auteurs anglais, avec l'idée un peu dégradante de dire, les paysans français, ils l'avaient un peu à la bon compte. Ils ne payaient pas d'impôts, c'était un peu des enfants gâtés, c'était un peu des gens un peu pas très intelligents. C'est un peu cette image-là qu'on a eue à la suite du rapport Durham et de beaucoup d'auteurs anglo-saxons. Le rapport Durham, j'ai déjà entendu ça. C'est quoi ça? Le rapport Durham, c'est le rapport qui est fait par Lord Durham à la suite des rébellions de 1837-1838, tant au Canada qu'au Bas-Canada. Donc c'est un peu le bordel. Donc on envoie le Lord Durham voir pourquoi c'est le problème. Et donc c'est un rapport qui est très méprisant envers les Canadiens français. Qui est très méprisant, mais en matière de fiscalité, c'est un rapport qui est important parce que c'est un peu lui qui met la base de la fiscalité au Canada. Mais revenons à notre époque française, donc. Et en fait, il y a plusieurs impôts, mais en fait, ça dépend de qu'est-ce qu'on appelle des impôts. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu l'image de qu'est-ce que c'est que l'impôt. L'impôt, c'est l'impôt sur le revenu, donc c'est souvent un impôt direct que tu vas payer en argent. Sauf que si on a une définition un peu plus large de l'impôt comme étant différents types d'obligations, et en vrai, à l'époque de Nouvelle-France, il y a plein de contributions qu'on va pouvoir appeler des impôts. Déjà, il y a beaucoup de droits de douane et de droits de taxes. Enfin, de droits de douane et de droits d'assises, c'est principalement la principale source de financement à l'époque de la colonie. Donc ça va être des tarifs qui vont par exemple être faits sur les pots de castor. Donc à l'époque de la compagnie française, c'est d'abord un monopole sur les pots de castor et les différentes pots, puis après c'est un prélèvement de un quart des pots ou un dixième des pots. Et également, bien sûr, il y a des droits sur tant les importations que les exportations. Donc on oublie, mais les droits de douane, souvent on va considérer ça comme des impôts. Donc ils sont quand même, par contre, c'était quand même décidé. C'était à cette époque-là, la caractéristique du régime fiscal, c'est que tout est décidé en France. Enfin, pas tout à fait en France, mais c'est que légalement, c'est décidé en France, mais en vrai, ça va être l'intendant qui va gérer ça, parce qu'il a une grosse délégation de pouvoir. Également, on l'oublie, mais en fait, il y a plein d'autres formes de prélèvements. En fait, à cette époque-là, notamment, il y a la dîme. Donc la dîme, c'est le prélèvement que chaque paysan va devoir au clergé. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est une forme d'imposition parce que les gens n'ont pas trop le choix de le payer. Et en plus, à cette époque-là, la dîme, elle est légiférée par l'intendant. C'est l'intendant qui fixe le taux de la dîme. D'ailleurs, ce n'est pas le clergé qui dit quel est le taux de la dîme. La dîme, elle est fixée par l'intendant. Certes, c'est le clergé qui s'occupe de la prélever, mais c'est décidé de manière, on va dire, sur l'ensemble du territoire. Mais ils doivent se parler. Le clergé doit parler à l'intendant en disant « Voici ce que j'ai besoin cette année. » Non, parce que c'est un taux fixe, le taux de la dîme. Le taux, en fait, n'a pas bougé. Alors, on pourrait penser que le taux est de 10%, parce que ça s'appelle la dîme, et c'est un peu le taux traditionnel. Sauf qu'en Nouvelle-France, le taux était de 1,26e. Mais on a souvent la préconception ou la mauvaise idée que
à l'époque, l'Église contrôlait tout, avait une mainmise sur un peu tout. Donc, l'Église n'avait pas tant de pouvoir que ça sur déterminer combien ce qui devait être prélevé? Bah, à l'époque de la Nouvelle-France, les deux sont de pair, mais pour ce qui est par exemple de ce type de prélèvement, c'est fixé nationalement par l'intendant, par une ordonnance royale, qui dit en Nouvelle-France, le taux est de 1/26e. OK. Sans mot de l'Église. Il n'y avait pas de négociation, de lobbying de l'Église, ni rien. Non, parce qu'après, l'Église pouvait en fait récupérer de l'argent d'autres manières différentes, parce que le 1/26e, c'est une obligation légale. OK. À cette époque-là, tu n'as pas le choix de donner un 26e. Après, si l'Église a besoin d'un peu plus d'argent, elle peut un peu te forcer un peu. Techniquement, c'est un don que tu vas faire à l'Église, OK. mais il y a une sorte de pression sociale à ce que tu fasses le don. Fortement recommandé que tu donnes un peu plus cette année. Tu donnes un peu plus. Tu as fait beaucoup d'argent. Hein? Tu as fait beaucoup de... c'est un peu... peu importe ta culture. Imaginons que tu sors de l'église. À l'époque, tu as le curé, c'est quand même quelqu'un de très important. C'est le centre de la vie locale. Et tu fais Gérard, j'aimerais bien que tu m'aides un peu à entretenir les tombes après la messe. Ah. Tout serait pas refusé quand même, Gérard. Ça serait mal vu si on apprenait que tu refusais de défricher les tombes ou de nettoyer l'église ou même d'aider à la construction. OK. Ça serait mal vu quand même. OK, je comprends. Donc il y a une forme un peu de pression sociale. Et en vrai, à l'époque, on peut reparler de la dîme du coup qui est d'un 26e, donc ce qui fait 3,85%. En vrai, c'est amplement, parce que d'une part, l'argent de la dîme, en fait, quand l'Église, la circulation, c'est qu'en fait, il a trois buts. D'une part, ça va nourrir le clergé, mais en fait, il y a aussi une autre partie, en fait, où il y a souvent des surplus de la part du clergé qui va en fait le vendre et en fait va se faire de l'argent en fait avec ça, ou encore reprêter le grain et donc devenir en fait une sorte de prêteur de grain et donc se faire de l'argent en reprêtant le grain. Donc souvent ça va, l'Église elle est quand même bien financée. Et en plus de la dîme, en fait, il va y avoir tout ce qui va être en fait les prélèvements seigneuriaux. Parce qu'à l'époque il y a les seigneuries, donc le truc de base c'est le cens. Donc le cens, il faut comprendre ça, c'est un peu le loyer. Donc il n'y a pas le choix, tu es sur la terre, il faut que tu payes un loyer. Mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle également, en fait, chaque paysan a l'obligation de payer le droit de mouture. Le droit de mouture, c'est que tu as beau cultiver ton grain, tu n'as pas le choix, en fait, d'utiliser le moulin de ton seigneur. Et le moulin, pour utiliser ton moulin de ton seigneur, il faut payer. Alors sachant qu'il y a des petites exceptions, c'est pour ça que c'est un truc un peu drôle, c'est que c'est un truc un peu bizarre. Tu as l'obligation d'utiliser le moulin de ton seigneur pour le blé qui est consacré à ta propre consommation. Mais si tu vends ton blé, là, tu peux utiliser un autre moulin que celui de ton seigneur. Et également, ton seigneur, enfin le meunier qui travaille pour le seigneur, a l'obligation de moudre ton blé en 48 heures. Et donc, s'il ne peut pas remplir son obligation de 48 heures, tu es libre d'apporter ton blé à un autre meunier qui va peut-être le faire moins cher. Et donc, en fait, entre les seigneuries, il y a eu une sorte de concurrence un peu de qui pouvait faire les prix les plus faibles. Et donc, en fait, souvent, les seigneurs qui sont au final le mieux débrouillés en Nouvelle-France, c'était ceux qui avaient investi dans des gros moulins. Parce que du coup, ils allaient attirer les paysans qui faisaient les gros paysans qui faisaient de l'exportation. Et également, ceux qui avaient les seigneurs qui avaient mal investi, ils ne pouvaient pas gérer le blé de leur censitaire. Et donc, ils perdaient leur censitaire vers d'autres moulins. Mais à cette époque-là, il n'y a pas le choix. Tu es obligé d'aller faire moudre ton blé à un seigneur, et c'est lui qui fixe le tarif. Enfin, il y a un tarif légal, mais après, il y a un peu un jeu de concurrence au moins 10 ans. Également, ce qu'on oublie également comme droit, en fait, il y a la corvée à cette époque-là. La corvée, ça va être en fait la principale chose, c'est que chaque personne de Nouvelle-France a une obligation de rendre service à son seigneur. Donc, pour construire les routes, pour construire les infrastructures. Et également, il y a une sorte de corvée indirecte quand c'est l'intendant de Nouvelle-France, donc quand c'est le gouvernement central qui va demander également des services. Et ça peut être beaucoup parce que la corvée, ça peut aller de quelques semaines à plus d'un mois de travail par an. Et c'est du travail forcé. Quand même. C'est pas rémunéré. L'esclavage. Basiquement... oui, plus ou moins, mais c'est comme plus cool que de l'esclavage, la corvée. Plus cool? La corvée, oui, c'est quand même moins sévère, c'est juste un mois. Comment ils appellent ça quand tu te fais arrêter par la police? Travaux communautaires. Tu rentres chez toi le soir, quand même. C'est ça, c'est des travaux communautaires. C'est ça.
Ouais. Et d'ailleurs, la corvée a un terme négatif parce c'était un peu cette image de corvée imposée par le seigneur. Mais en fait, la corvée, la définition générale de la corvée, c'est tout travail non rémunéré. Et donc, il y a aussi des corvées volontaires. Par exemple, aujourd'hui, ça a pris un sens négatif, mais à l'époque, la corvée, ça pouvait être également corvée du coup non seigneuriale, où les habitants du village vont organiser la fête du village et donc vont faire des activités, préparer un repas, etc. pour l'ensemble des personnes ou essayer d'améliorer le bien vivre dans le village de manière gratuite. Ça aussi, c'est de la corvée. Donc, il y a deux types de corvées. Donc là, la corvée que je vous parle, c'est la corvée du seigneur qui est une obligation légale. Également, parfois, surtout vers la fin de la période française, il y a aussi un service militaire. Quand il y a les Anglais qui arrivent, vous êtes réquisitionné. Également, il y a l'obligation de baraquement. C'est que le problème, c'est qu'à l'époque, en fait, il y a des soldats qui viennent en Nouvelle-France, et il faut loger ces soldats-là. Et donc, les gens, les habitants de Nouvelle-France, ont l'obligation de loger les soldats. Donc, c'est pas un truc un peu problématique. Il y a des soldats qui viennent, vous n'avez pas le choix de les accueillir chez vous. Ça, c'était considéré comme de l'impôt? C'est un peu un service à l'État. C'est un peu un service à l'État. Tu n'as pas le choix de loger le soldat. Tu as une obligation de baraquement. À la place d'avoir la possibilité de faire un revenu de loyer, tu dois rendre service à l'État, puis accommoder une tu renonces à une pièce de ta maison. Okay. Et en plus, la cohabitation est compliquée. Tu as des soldats qui viennent vivre chez toi gratuitement. C'est pas forcément les gens, soldats du XVIIIe siècle, c'est pas forcément le gars le plus sympa de la Terre. Ah non? Non, oui. Ah bon? Ça qui a surprise. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait deux, trois violences. Ah. Et également, ce que peut faire l'intendant ou le seigneur, c'est qu'il a également, l'intendant, il a un droit de réquisition. Réquisition tant des denrées que des services. Donc la réquisition par rapport à la corvée, c'est que c'est rémunéré. Le problème, c'est que la réquisition, c'est l'intendant qui fixe le prix. Donc c'est le problème. Donc d'une part, il peut te réquisitionner pour un travail, quand bien même toi, tu avais prévu de faire autre chose de ta journée, il fait Gérard, je vais t'embaucher. Salaire minimum, mais je vais t'embaucher. Donc tu n'as pas le choix d'aller le suivre et de travailler pour lui. Ou sinon, il va même t'acheter ton blé. Mais parfois, il n'est pas obligé de respecter le prix du marché, et c'est lui qui fixe le prix du blé. Donc souvent, c'est une forme de... Tu as l'obligation de lui vendre. Oui, tu as l'obligation de lui vendre, c'est une réquisition. C'était une belle job. Je me serais bien, moi, sur Internet. Sur Internet, ouais. Il n'y a pas encore ce poste-là qui existe, me semble, au gouvernement. Il n'y a pas sur Internet ou quelque chose. Non, après, c'est le souvent personne qui s'occupe des finances qu'on appelle l'intendant. Mais je sais pas, au gouvernement, il n'y a pas... Celui qui s'occupe des finances. Ouais, c'est ça, sur Internet. Et donc, au final, si on cumule toutes ces obligations-là, en fait, le paysan de la Nouvelle-France, en fait, il s'en tirait à très mauvais compte. Donc, on avait un peu l'image du paysan français un peu enfant gâté parce qu'il n'avait pas d'imposition. Oui, il ne payait pas d'imposition au sens strict du terme. Il n'y avait pas un rôle d'imposition où il devait payer une somme d'argent. Mais en fait, en termes de ce que ça lui coûtait personnellement, il était en fait vraiment perdant. Donc, c'était vraiment un système très inégalitaire qui s'est maintenu en fait pour différentes raisons. Souvent, la raison qu'on a souvent mis et sur laquelle j'ai longtemps cru, c'était que c'était un monopole du roi, l'imposition. Et sauf qu'en vrai, oui, c'est un monopole légalement du roi qui fait les ordonnances, mais en fait, c'est un peu... Si l'intendant dit, on va faire une imposition, en fait, le roi signe. Oui, le roi signe. C'est un peu comme le gouverneur général aujourd'hui. C'est pas vraiment lui qui décide. Et donc, en fait, c'était plutôt les élites locales qui en fait s'en tiraient à bon compte parce que eux, en fait, quand vous étiez de l'élite locale, vous étiez pas soumis à la corvée, vous étiez soumis en fait à rien de cette histoire. Le clergé non plus n'était pas soumis à la corvée, aux réquisitions, aux obligations de baraquement. Donc, quand tu étais un seigneur, tu avais tout intérêt parce que si on met en place un impôt, là, il n'y a plus d'exemption pour le clergé. Hein. C'est toute personne qui est propriétaire d'un bien. En date d'aujourd'hui, il y a quand même une exception pour le clergé, les membres de l'Église, etc. De mémoire, là. Ils l'ont pas fait sauter, il me semble. Non, c'est toujours en place. C'est ça. Mais oui, mais là, ça aurait été au Trébac. Donc, c'est pas la même raison pour laquelle il y a ça. Et également, pourquoi il n'y avait pas d'impôt, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en fait, il n'y a pas beaucoup de numéraires, il y a peu d'argent monétaire. Le paysan, si vous allez, par exemple, travailler à la campagne en Nouvelle-France, vous êtes rémunéré en grains. Le prix du travail, il est en grains. Donc, demandez aux gens de payer des écus.
de payer, en fait, ils peuvent pas, parce qu'en fait, ils ont pas ça, parce que le circuit économique, c'est que il y a quand même une autonomie des seigneuries, une sorte de relative autonomie des seigneuries. Il n'y a pas un gros marché économique. C'est que, certes, il y a une partie des récoltes agricoles qui vont vers les villes, et des villes sont exportées vers les autres colonies, notamment l'île du Roi. Donc l'île du Roi, c'est l'équivalent aujourd'hui de la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Parce que eux, c'est surtout militaire, ils n'ont pas de culture, donc c'est exporté vers là-bas. Mais en fait, il y a relativement peu d'exportation. Et comment on voit ça? C'est que quand il y a des mauvaises années, on voit que l'exportation s'écroule parce qu'en fait, et que du coup, en fait, la majorité de la consommation, en fait, c'est de l'autoconsommation. Donc assez peu d'exportation. Donc, voilà comment ça se passe sous le système français en Nouvelle-France. Donc, un système avec relativement peu d'imposition au sens strict, mais en fait avec beaucoup d'obligations et plutôt un système qui est inégalitaire. J'imagine que les paysans français devaient pas être... les paysans de la Nouvelle-France ne devaient pas être des personnes qui étaient nécessairement heureuses de leur système d'imposition comparativement à celui des Anglais un petit peu plus haut ou quoi que ce soit. C'est un peu paradoxal parce que il y a eu parfois en fait des... oui, en fait, il y a eu quand même quelques épisodes d'imposition. Donc ça, c'était le système général. Et quelques systèmes d'imposition en Nouvelle-France, notamment quand il fallait construire des fortifications spécifiques. Mais par contre, il y a quand même une expérience par rapport au fait de est-ce que c'était heureux, qui est très très particulière, qui s'est passée juste sur l'île de Montréal, où en fait, globalement, les paysans et les seigneurs de l'île de Montréal, donc la compagnie de Saint-Sulpice, en fait, se sont mis d'accord pour mettre en place un système d'imposition. Parce qu'il fallait faire des routes, faire des constructions sur l'île de Montréal. Et donc, en fait, ils sont arrivés à se mettre d'accord en séparant la population en 4 classes, selon, globalement, la richesse des gens. Et même, une partie qui était à payer devait être payée par la compagnie Saint-Sulpice, donc par le seigneur. Et donc, en fait, ils se sont mis d'accord. Ils sont allés voir l'intendant. L'intendant a fait « Très bien, ça nous convient ». Enfin, il a autorisé d'abord, puis après il a fait ratifier ça par le roi en France. Et donc là, il y avait une volonté en fait de mettre en place cette imposition pour un peu de bénéfice de tout le monde. Mais ça a été juste sur l'île de Montréal et de manière générale. Parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, on va revenir sur la question un peu de l'antifiscalisme et un peu de la peur de l'impôt au niveau du régime anglais. Parce qu'il y a quand même un rapport à l'imposition. Tout laisse penser que le paysan français aurait été gagnant de mettre un système d'imposition. Mais encore fallait-il que l'ensemble du système change. Parce que si tu restes inféodé à ton seigneur et qu'on te rajoute de l'imposition, en fait, tu es perdant. C'est l'un impose la remise en cause du système. Okay. Et justement, à l'époque du système anglais, on va voir en fait les choses ne vont pas énormément changer. Ça, c'est quand les Anglais ont take over. Exactement, en 1763. C'était la bataille des Plaines, ça? Ah bon? La bataille des Plaines, c'était quand? Ouais, non. Ah, c'est celle-là? Ouais. Montcalm et Wolfe, là? Probablement, je suis moins calé que toi. Hein. Oui, les généraux. Les généraux qui étaient impliqués. Tu connais pas ton histoire de la Nouvelle-France? Tu sais pas, tu sais, le moment où vous nous avez laissé tomber, là? Je sais pas si tu te rappelles, là, autour de 1763, on était sur les plaines, on vous appelait, vous n'avez pas décroché, vous nous avez ghosté. C'est mes ancêtres. Hein. Bon, ok, c'est correct, je te laisse. Et donc les choses changent pas trop. Ce qui va un peu changer, ça va être au niveau notamment des droits de douane. On va commencer par un peu type d'impôt, les droits de douane sous le régime anglais. La différence est qu'à partir de 1676, déjà, les droits de douane, l'argent des droits de douane va revenir directement à la colonie. Ouais, ben c'est normal. Je veux dire, c'était les Français avant, les Anglais les ont battus, l'argent va à eux autres. Là. Non, parce que c'est tout le contexte de pourquoi les États-Unis ont pris leur indépendance. OK. Justement, c'est pour ça que c'est après... parce que là, d'ailleurs, c'est 1778, mais c'est parce qu'il y a 1776, donc l'indépendance des États-Unis, qui s'est passée avant. C'est un des grands enjeux de l'indépendance américaine, c'est est-ce que les droits de douane, c'est des impôts? La position, à l'époque, des 13 colonies, c'est de dire, bah oui, c'est des impôts. Donc si les impôts, principe du consentement à l'impôt, il faut qu'on décide. Et la politique, à l'époque de la couronne, c'est de dire, non, c'est pas des impôts, c'est des mesures économiques. C'est des mesures économiques, ça sert à réguler le commerce.
Donc c'est pas des impôts, donc on a le droit de décider ça à Westminster. On n'a pas besoin de vous consulter, vous habitants des 13 colonies. Et donc après, bien sûr, l'indépendance américaine, pour ce qui est de la province of Québec, la couronne anglaise dit on va couper la poire en deux, on continue à fixer, les droits de douane, mais on vous remet l'argent. Donc, est-ce que au moins ça va parce que C'était quoi leur avantage d'avoir colonisé ou peu importe the province of Québec si tous les profits sont redistribués à la province en tant que telle? Les profits, parce que d'une part, ça permet de... Mais d'un point de vue gouvernemental, les profits, ça serait l'impôt, c'est ce que je veux dire. Donc tous les impôts sont redistribués à la colonie plutôt qu'en garder une portion pour financer l'activité qui est de coloniser une province. Parce qu'en fait, tu récupères des ressources. D'une part, tu récupères des ressources, et en plus, c'est des questions un peu de politique. Ça permet d'avoir une présence là et un peu t'assurer ta domination. Mais... Donc c'est clairement juste une dépense pour eux, presque. Presque, selon ce que j'entends. Ah, mais c'était de la dépense. Je saute. Maintenir une colonie. Je saute un peu, mais à pas grand chose près, la constitution du Canada est causée par le fait que les Anglais en avaient marre de financer le truc. Hein. Ouais, c'est pas surprenant. Parce qu'au bout d'un moment, ça coûte plus d'argent que ça en rapporte. C'était quoi la différence entre... On s'étend, je m'excuse. Retraçons, parce que j'ai des questions par rapport à d'autres colonies anglaises qui ont persisté pendant beaucoup plus longtemps. Bon, mais on continue. Et donc, après, à partir de l'acte de 1791, là, autant le Hall que le Bas-Canada pouvaient fixer un tarif de douane en supplément du tarif impérial, du tarif de la couronne. Donc, vous pouvez fixer. Et en fait, l'autonomie au niveau complète des douanes, donc à partir du moment où vraiment Westminster a plus du tout décidé des douanes, il faut attendre 1846, où justement, parce que c'était une des recommandations du rapport Durham. Pour ce qui est après de la fiscalité plus directe, en fait, quand le gouvernement anglais arrive, le gouverneur Murray, en fait, n'a pas le droit d'imposer de faire de la fiscalité. On lui dit, t'as pas le droit, c'est soit les localités ont le droit de s'imposer elles-mêmes pour des raisons locales, soit c'est décidé par la couronne. Mais toi, en titre de gouverneur, t'as pas le droit de toucher à l'impôt. Et donc, à part en fait quelques cas d'impôt local assez faibles, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de corporation municipale, en fait, il n'y a pas vraiment d'imposition en fait, directe avant 1791. Et en fait, en 1791, là, on sépare la province de Québec en Haut et Bas-Canada. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir en fait vraiment deux développements complètement différents entre la province anglophone et la province francophone. Donc, on va commencer par comment ça s'est passé au Canada. Donc, le Haut-Canada, il a développé à partir de 1791, en fait, d'une part, un système municipal et, du coup, un système fiscal. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, la province, il n'y a pas de gouvernement fédéral, il n'y a pas 3 institutions. En fait, il y en a que 2. Et donc, en fait, les ressources, on va dire des douanes, des terres publiques, vont financer le Haut-Canada et les impôts directs, en fait, vont être réservés aux localités. Et donc là, on a un développement d'une fiscalité hors tarif, d'une fiscalité locale. Et ce qui est intéressant, c'est que on pourrait le système au Canada ne s'inspire pas du tout du système anglais. Mais en fait, ils vont importer le système américain. Alors en grande partie parce qu'en fait, il y a beaucoup à cette époque-là, la grande majorité de la population du Haut-Canada sont des loyalistes. Donc ce qu'on oublie, c'est lors de la guerre d'indépendance, il y avait une partie des Américains qui étaient très contents de la couronne anglaise. Et donc, lors de l'indépendance aux États-Unis, du coup, ce sont les cantons de l'Est, par exemple, c'est peuplé par des loyalistes. Et le Haut-Canada, c'est peuplé par les loyalistes. Et donc, ils ont importé le système fiscal nord-américain, qui est différent, parce qu'à l'époque, les Anglais, au niveau local, vont imposer l'occupant sur la valeur locative de sa propriété. Ok. Ce que va faire le Haut-Canada, c'est qu'il va importer du coup ce qu'on appelle la property tax. Donc, ça veut dire qu'on va imposer le propriétaire, d'une part sur l'ensemble de ses biens mobiliers, mais également sur l'ensemble de ses biens immobiliers. Donc, d'une part, on a une imposition en fait qui est double, tant la propriété que les biens mobiliers. On ne va pas imposer l'occupant, mais on va imposer le propriétaire.
Et également, on ne va pas imposer la valeur locative, mais on va imposer la valeur marchande des biens. Qu'on était plus sur une taxe sur le capital. Oui, les deux peuvent être, parce que c'est une valeur locative fictive quand on impose en Angleterre. Ou même en France, une valeur locative fictive. Ouais. Et donc, pourquoi système différent ? C'est parce que en Angleterre, l'impôt qui va être plus sur les biens mobiliers, en fait, il appartient déjà à l'État. C'est qu'en fait, il y a cette séparation entre le local et le truc. Alors que si en Amérique, on avait imposé que la propriété foncière, en fait, il n'y a personne pour imposer le mobilier. Et donc, sachant qu'en plus, la plupart des gens à l'époque sont des agriculteurs, ça aurait vraiment été très inégalitaire. Parce qu'en fait, on aurait imposé que les agriculteurs et les gens qui faisaient du business seraient tirés à bon compte. Donc là, vu qu'il y a un découpage administratif différent, il faut faire les deux. De même, pourquoi on impose le foncier et non pas la valeur locative ? C'est parce qu'en fait, en Amérique, on a un gros problème, qui est le problème de la spéculation foncière. C'est un problème, d'ailleurs, qu'on a encore un peu aujourd'hui. Ce qui est que, en fait, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui vont, et en fait, ils vont acheter plein de terres un peu reculées. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont juste attendre. Attendre que le chemin de fer se construise. Attendre qu'il y ait du développement. Et donc, ils achètent à bas prix, ils attendent que le prix augmente par l'augmentation de la population, par l'augmentation des infrastructures publiques, et là, ils font on fait un gros gain en capital. Il y avait déjà de la spéculation foncière à l'époque. C'est le gros problème de l'époque. C'est vraiment l'énorme problème de l'époque. Et donc, bien sûr, quand tu imposes en fait la valeur foncière plutôt que de la valeur locative, en fait, tu permets en fait un effet un peu désincitatif. Parce que quand tu fais la valeur locative, tu n'imposes que l'utilisation courante de ton bien. Donc, un terrain vierge, sa valeur locative, elle est nulle, parce que mis à part installer une tente, une yourte, ça sert à rien. Alors que la valeur foncière, elle peut être très élevée si le terrain est bien situé. Et donc, ça va permettre de lutter contre ce problème. Et en fait, ce problème, d'ailleurs, a tellement été élevé dans l'Ouest canadien, par exemple, qu'ils ont surtaxé le terrain. Ça veut dire que là, quand ils faisaient l'évaluation pour l'impôt foncier, il y avait une prime par rapport à la valeur marchande. Plutôt une exemption sur la partie construite. Ok. Voilà. C'est notamment parce qu'à l'époque, c'était un des livres qui était très populaire au XIXe siècle, c'était un livre d'Henri Georges. Alors bien qu'Henri Georges, c'est un nom de tueur en série français, c'est un Américain. Et donc le georgisme, et donc vous disiez, l'ensemble des problèmes de la société vient de la rétention foncière et de la spéculation foncière. Et donc le système pourrait marcher avec un impôt unique donc on a réglé sur la terre. Par la fiscalité ultimement. Ça a aidé. On a essayé de ça n'a pas changé grand-chose. Et également, pourquoi on impose le propriétaire et non pas le locataire ? Là, c'est pareil. C'est aussi une question en fait au niveau en fait du système administratif et judiciaire. C'est que l'Angleterre, c'est une île, tout le monde se connaît et il y a un système administratif qui est bien fait. Donc, si tu payes pas ton impôt, on va te retrouver. Pas au Canada. Au Canada. Si tu es locataire et que tu te casses, on va pas te retrouver. Si tu pars dans la province d'à côté, on va pas te retrouver. Ouais. Alors l'avantage d'imposer le propriétaire, c'est que, par propriétaire, ta terre, elle bouge pas. Ta propriété, elle bouge pas. Donc, t'as beau partir, nous, on va arriver à se refaire notre argent sur ta terre. Est-ce que c'était mutuellement exclusif dans le sens où il y avait l'imposition, tu parlais sur le mobilier, puis sur les revenus, ou tu parlais plutôt de bien mobilier? C'est plus de bien mobilier, donc c'est plus une taxe sur le capital. OK. Dommage qu'on est en 2024, on parle encore de problèmes de spéculation immobilière. Oui, mais c'est ça qui est fou. C'est le problème. Ça... Mais justement, ça qui est fou, c'est que c'est le problème depuis le début. Je lisais un document, le livre blanc de Benson, qui date de 1969, qui est un peu la base de notre système fiscal actuel, avec la loi qui rentre en vigueur en 72. Et les problèmes qu'il soulève, c'est triste de savoir qu'on est rendu 60 ans, plus de 60 ans plus tard, près de 60 ans plus tard, et... une grosse partie des problèmes qui soulevaient sont encore présents aujourd'hui. Ça montre que nos administrations travaillent fort pour régler les problèmes. Et si on avait appliqué correctement le rapport Carter, on n'en serait pas là. C'est une autre discussion. Mais effectivement, mais après, on peut penser qu'on aurait eu d'autres problèmes, ça n'aurait pas plus fonctionné. Aujourd'hui, moi d'ailleurs, je suis plutôt favorable à ça, cet aspect de peut-être surimposer le terrain sur le bâtiment. C'est pas, tu vois, c'est une idée un peu du 19e siècle. Réduire la taxe sur le bâtiment et augmenter la taxe sur le terrain.
Oh, bah, ça revient au même. Soit Moi, je suis soit, plus soit sur, t'augmentes l'un, soit tu réduis l'autre. Mais au final, après, si les taux changent. Hein. Je suis plus pour quand on retournait dans la Grèce antique, etc., que le terrain, ça appartient à tout le monde puis qu'on paye pas de taxes dessus. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Il me semble que je retournerais un petit peu. Mais justement, Le terrain appartient justement, à justement, c'est un peu ça l'idée justement d'Henri Georges. Henri Georges qui a un peu théorisé ça. Justement, lui justement, c'est exactement son point. Il dit la Terre, elle appartient à tout le monde. Et voilà. Et vu que la Terre appartient à tout le monde, quand tu occupes un terrain, tu es censé payer un impôt justement à la collectivité, parce que c'est un peu comme si tu payais en fait un loyer. Non, là, tu détournes. À l'État. C'est pas là que je m'en allais du tout. Non, mais tu payes un loyer à la collectivité. Au Qui final, elle le réutilise. c'est un loyer qu'ils utilisent parce que justement, il n'y a pas l'appropriation de la terre ne se justifie pas. Parce que la terre, elle appartient à tout le monde. Autant sur les biens mobiliers, tu les as achetés, tu les as créés, autant la terre, elle appartient à tout le monde. Donc il y a un peu une injustice là-dedans. Je peux comprendre. C'était un peu la base un peu philosophique de sa... Écoute, en bon joueur, je suis ouvert à ton idée. Et anyway, c'est pas comme ça on allait changer de quoi que ce soit. Maintenant, c'est comme ça. Ça demanderait mais- une modification importante de notre système. Et donc, je vais passer maintenant au Bas-Canada. Comment c'est passé au Bas-Canada? Et surtout, là où c'est intéressant, c'est pourquoi au Bas-Canada, ça a été différent. Le Bas-Canada, ça, c'était plus les Français. Au Canada, les Anglais. Bas-Canada, c'est l'ancien nom... Enfin, Non, mais si on y Frontière va un peu en changée. termes là, de qui était où, là. oui, Bas-Canada, français. Au Canada, c'est anglais. ça. Bas-Canada, c'est pas tout à fait ça, mais on pourrait presque dire que c'est l'ancien nom du Québec. Ok. OK. Et au Canada, c'est l'ancien nom de l'Ontario. Pas tout à fait vrai, parce que c'est pas tout à fait les mêmes frontières, mais si on doit simplifier, c'est à peu près ça. Et donc, au Bas-Canada, il y avait en fait assez peu d'imposition. Alors, souvent, ça a été un peu le point du rapport Durham. Donc, rapport Durham, quand il y a eu un peu les rébellions de 37-38, c'est de dire, très, très à charge du Bas-Canada, en disant, ah là, il n'y a pas de système fiscal, les routes de Montréal sont mal éclairées, vraiment. L'expression, c'est la race des Français, vraiment, c'est des fainéants, etc. Il y avait déjà des problèmes de route dans ces années-là? Oui, Wow! de routes mal éclairées, etc. 300 ans plus tard, on a encore des problèmes de route. C'est triste. Ça sera jamais réglé de notre vivant. Non, mais Oh là. et justement, sur les problèmes de route, du coup, il y a... Est-ce qu'il parle des nids de poules? Il y en a un à Montréal, là, je suis sûr qu'il date d'il y a 300 ans. Là. Je peux voir c'est la possible, terre en hein. dessous. Là. C'est possible. Et justement, à cette époque-là, sous le régime anglais, ils ont gardé une institution qui datait de l'époque française, qui était le grand voyer. Et le grand voyer, c'était l'administrateur qui était responsable des routes. Et donc, c'était lui qui... L'administrateur étant? c'était le personne publique, c'était la personne de l'administration, qui Ok, était ça fait que responsable le gouvernement. du gouvernement, oui. Mais c'est comme un ministre des routes. C'est le ministre des routes. Et donc, c'est lui qui décidait, à l'époque française, de la corvée, donc qui devait venir pour creuser la route. Et donc, les Anglais, ils ont du coup repris ce truc-là. Et en fait, en 96, ils se sont dit, on va réformer un peu cette loi sur le grand voyer. Et notamment, on va faire en sorte que, on va garder la corvée dans les campagnes, mais pour les villes, donc Montréal et Québec, on va faire en sorte que le grand voyer puisse prélever des impôts. Pour pouvoir faire des meilleures routes. Pour, du coup, c'est que au bout d'un moment, faire des routes, c'est un métier. Hein. C'est quand même mieux de prélever des impôts et de payer quelqu'un pour faire la route. payer les gars de la construction, ouais. Oui, je suis d'accord. Puis est-ce qu'il a fait ça comme les Grecs dans la Grèce antique, puis à la place, c'est construit un panthéon on the side ou Non, là, le problème, Non, c'est que il y a eu une grosse opposition, Ah. en fait, de la part de la population, et Tiens donc. notamment, un des leaders de cette opposition était Monsieur Papineau, le Louis Papineau, qui s'est beaucoup opposé à ça. Et il y a vraiment eu des grosses rébellions, parce que les gens ont dit, c'est le retour de la taille. C'est le retour de l'imposition, c'est une horreur. À tel point que les assistants du Grand Voyer dans certaines villes ont été pris en otage. Il y a eu des... Dans ce temps-là, c'était pas des manifestations, là. C'était carrément, prise on va d'otage. kidnapper quelqu'un, puis on tabasse quelqu'un d'autre. là. c'est qu'il est venu pour faire les mesures sur les routes. Et ils l'ont bloqué dans une grange et ils ont dit, c'est pas compliqué, c'est que si tu veux t'en sortir vivant, tu viens pas nous embêter avec tes routes, quoi. Ça a quand même été fait Et aussi, depuis, nos routes sont toujours... Mais ça a quand même été fait aussi dans les années... C'était qui s'était fait kidnapper, là? Le ministre, je sais pas quoi, là? Oui, mais ça, Ah, il c'est est... fait l'histoire. Oui, puis il est mort. Hein. Ouais. C'est
période traumatique. Mais, et Ça donc, veut dire que c'était pas des manifestations paisibles qu'on fournissait notre Non. horaire d'avance. et donc, à cette époque-là, il y a vraiment en fait un rejet de l'impôt énorme en fait, à tel point que des auteurs un peu de l'époque justement parlaient, et quand je dis de l'époque, c'est des auteurs qui ont écrit au 19e siècle, disent, en fait c'est un préjugé national contre l'impôt. Au Bas-Canada, il y a une peur de l'impôt. Il y a vraiment une peur de l'impôt, et moi je trouve très fascinant, c'est que du coup j'ai lu des journaux de l'époque, et quand on lit les journaux de l'époque, ils se disent « Ah, c'est le retour de la taille ». La taille qui est un vieil impôt français. Sauf que, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, Il n'y avait pas de la taille. il n'y avait pas de taille en Nouvelle-France. Ouais. Il n'y a jamais eu de taille en Nouvelle-France, il n'y a jamais eu de système d'impôt direct en Nouvelle-France. C'est-à-dire que les gens, en fait, ont gardé, en fait, plusieurs générations après, le traumatisme de leurs ancêtres en France, des impôts en France, qu'ils ont conservé. Alors que là, on parle de... Parce qu'en Nouvelle-France, il n'y a jamais eu de taille. Il y en avait eu en France, mais il n'y en a pas eu en Nouvelle-France. Oui, mais là, on parle on est en 1830, donc ça fait... le régime anglais, il a commencé en 1763. Ouais, on est rendu 70 ans plus tard. 70 ans. Donc, a priori, il n'y a personne qui est né en France, hein, à ce moment-là. Mais ils se rappellent tous qu'ils ont quitté la France pour une raison. Ils se rappellent tous que leur grand-père, il a eu la taille. Oui, mais dans ce temps-là, les histoires, c'était de génération en génération, c'était amplifié, c'était la taille. La taille, et on voit vraiment ce traumatisme. Et en fait, comment l'expliquer? En vrai, deux raisons. Il y a une raison un peu, qu'on va dire, un peu culturelle et une raison sociale. La raison culturelle, c'est que la socialisation de l'impôt, en fait, est différente en fait, en France et en Angleterre. Les Anglais ont assez vite, en fait, associé la population à l'impôt. Et donc, l'impôt était un peu plus quelque chose de consensuel, qu'on décide ensemble, et donc pas lié en fait à un aspect un peu, justement, un peu tributaire, un peu violent. Il y avait déjà eu un peu cette négociation. La France, en fait, l'a eu en fait à un moment donné, parce que en fait, c'est une tradition moyenâgeuse de se mettre d'accord un peu sur les impôts. Et en fait, la France est très vite partie en absolutisme, donc on arrête de consulter la population, et l'impôt était... en fait, un peu dans la culture des gens de cette époque-là, l'impôt était encore cet aspect de... Un impôt, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est-à-dire que si tu veux m'imposer, il va falloir que tu trouves une sacrée bonne raison. Et c'est quelque chose de violent. Alors que pour les Anglais, l'impôt, c'est un truc régulier et c'est un truc qu'on décide ensemble. Donc, il y a eu un peu le choc des cultures. Parce qu'il faut le temps d'amener la chose. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est la raison un peu plus sociale, c'est que le problème du régime anglais, c'est qu'il essaye en fait d'une part de changer le régime, mais en fait il se met également bien avec les élites. Donc c'est le problème, c'est que les paysans français, on leur disait on va vous rajouter des impôts, mais on leur disait pas derrière on va abolir le système seigneurial. Donc tu m'étonnes qu'ils étaient un peu contre. C'est que normalement c'est l'un ou l'autre. Je garde ton impôt sur ta terre, et en plus je vais te mettre un impôt sur ton revenu. Et en plus t'es obligé de payer le prix au seigneur, et t'es obligé de faire la corvée au seigneur. Mais sauf qu'en plus tu vas devoir payer l'impôt. Donc fait que finalement c'est un peu les bases de notre système d'aujourd'hui. Ouais, donc c'est un peu problématique. C'est qu'à cette époque-là, il y a un peu une sorte d'élite locale dont le système seigneurial leur va très bien. Et donc, ils sont très contents, en fait, de l'absence d'imposition. Et donc, tout de même, à partir de 1840, donc du Canada uni, il va y avoir un impôt au Bas-Canada. Mais à la différence du Haut-Canada, donc beaucoup plus tard, parce que, comme je vous disais, au Canada, c'est 1791. Il faut attendre le Canada uni, donc 1841, pour avoir des impôts directs au Bas-Canada. Et là, ça va être que l'impôt foncier. Et justement, à l'époque, alors, déjà qu'on va avoir du mal à mettre en place un impôt foncier. Si en plus, on rajoute un impôt mobilier, on va pas s'en sortir. Un impôt mobilier? Donc, un impôt sur le capital. Donc, en fait, ta taxe municipale, c'est ça? Non, là, c'est juste le bâtiment que tu. Alors qu'un impôt mobilier, c'est exemple, tu vas payer, tu vas te faire imposer sur les marchandises, genre si tu as des chevaux, on va voir un peu toute ta richesse. C'est ça, sur tes biens mobiliers versus l'autre. C'est bon, on se comprend. Et même à l'époque, ça a été longtemps à être mis en place, et il y avait même en fait un parti politique qui était en fait contre ça, qui s'appelait les Étés noirs, pour éteindre la réforme. Ça dit, élisez-nous.
Et nous, on va bloquer les impôts. Donc, donc- aujourd'hui, on a un parti politique qui dit élisez-nous et on va augmenter les impôts. Et donc, Personne ne parle de réduire les impôts en ce moment. Parce que son impôt. Et donc, il a fallu attendre 1946 pour qu'il y ait vraiment les premières formes d'imposition. 1900? Pardon, 1846. OK. Je me suis trompé d'un siècle. Attends, tu peux passer... le reste, on va prendre 5 minutes, là. 35 minutes. Et en vrai, j'ai pas mal en fait terminé. Du coup, j'étais rapide. Non, mais écoute, toi, Mais je peux revenir en détail si vous avez des questions, parce que... Ben, écoute, en fait, de ce que je comprends, c'est que je faisais un recap. Il y avait 2 impôts différents entre les Anglais et les Français. On regardait ça comme ça. Puis les Anglais ont battu les Français, ont tenté d'instaurer leur système. Les Français se sont plus révoltés à ça qu'à la guerre, à la bataille en soi. Et, Mais attention, parce qu'ils payaient déjà des parce services. qu'ils ont déjà en voulu service, ils ajouter. payaient déjà en temps, c'est ça, c'est la Ils nuance. ont voulu ajouter. Ouais. Mais du côté au Canada, ils n'ont pas voulu, eux, ajouter les contributions et la corvée, etc., que le Bas-Canada avait déjà. Oui. Ils ont fait ça aussi? Non, Non, mais ils ont pas vraiment. voulu. OK, c'est ça. Fait que, dans le fond, ça, ils ont voulu rajouter cet impôt-là. Rapport du RAM, lui, est arrivé, puis il a juste dit comme les paysans français, Du Bas-Canada sont trop blablabla. paresseux, ça leur Ouais, tente pas. la Oui. race française. Puis, écoute, c'est quand même intéressant, les termes qui étaient utilisés. Dans ce temps-là, les rapports, il n'y avait pas de... Il y avait pas... Oh, c'est un autre vocabulaire. C'est un autre vocabulaire, hein? Ouais, C'est on ça. fait du On chemin. pouvait pas, il fallait pas faire attention à ne pas Ouais. offenser Mm. certaines personnes ou quoi que ce soit. C'était... On écrit tel qu'on pense. Oui. Et en plus, en vrai, il y a une autre raison pourquoi le Bas-Canada avait moins d'impôts directs, c'est aussi en fait une position géographique. Mais est-ce qu'ils ont C'est que- réussi? Ils ont juste réussi à partir de 1840. Avant ça, Oui. c'était impossible. Mais pourquoi le Bas-Canada en fait, n'a pas imposé avant ça? Mais également, c'est que en fait, c'est toi qui as le contrôle du Saint-Laurent. Donc les produits, ils viennent par chez toi. Donc c'est sûr que les droits de douane au Bas-Canada sont un poil plus élevés que les droits de douane au Canada. C'est qu'au Canada, tu n'as pas trop le choix. Puis, sauf que ça reste que tout ça, on parle tant de l'impôt sur des biens mobiliers, des biens immobiliers, mais il n'y avait aucun impôt sur le revenu ou de TPS sur la valeur ajoutée, comme qu'il peut y avoir, exemple, dans la Grèce antique ou quoi que ce soit. Là. Non. C'était tout le temps, encore là, un système très seigneurial de voici ce que tu as, c'est quoi tes biens, Au et final- je t'impose là-dessus. Au final, en fait, l'équivalent un peu de la TPS que tu vas voir, ça va être justement l'imposition sur les impôts, sur les exports et les imports. Ça, c'est les douanes, c'est plus là que je le vois. C'est en fait, c'est un peu la même chose. C'est que Oui, l'avantage je comprends, mais il n'y en a pas entre nous. Je dis, je te vends 4 chèvres et une vache. Il n'y a pas de taxe, là. Est-ce que tu n'as pas l'administration à cette époque-là? Je comprends, mais la Grèce antique, il y avait quand même un... Comment tu l'appelais, là? L'Emporium, mais encore une fois, l'Emporium, il se passe juste sur le marché. C'est que si tu vendais ton truc en dehors du marché, tu te faisais pas imposer. C'était vraiment ce qui était vendu à l'étal. De nos jours aussi, là. À l'étal. Non, mais Si tu vends tes choses en dehors du marché. le contrôle que tu devais avoir, c'était sur vraiment un lieu géographique très petit. C'est comme si, en final, il y avait des taxes qu'au Centriton. Donc ça va, tu mets juste 2-3 fonctionnaires au Centriton et il y a des taxes qu'au Centriton. Je tiens quand même à préciser, Réginald, que l'article 3 fait en sorte de s'imposer sur les revenus mondial. Donc, même ce qui est en dehors du marché, pour un particulier ou Je parlais pas qu'il était à l'extérieur du Canada. Moi, je un parlais... résident canadien. Là, le marché au noir, on s'entend, on va pas faire semblant qu'il n'existe pas. Là. Il n'existe pas, mais il y a une obligation clairement de s'imposer. Oui, tu as une obligation, veux mais dans vraiment ce temps-là, il y t'en faire avait ça. une obligation également de s'imposer, sauf qu'ils ne respectaient pas plus quand c'était en dehors du marché. Là. Je veux dire, C'est là la nuance. Si tu vendais au Centriton, tu t'imposais. Oui. Si tu vendais à l'extérieur du Centriton, est-ce qu'il y avait une obligation? Non. C'est la nuance. Ah, moi, je pensais que tu avait étais pas obligé, d'obligation. sauf que le monde faisait ça slick. Non, il n'y avait pas Mais d'obligation. en fait, c'est pour ça qu'en fait, tu as l'imposition des imports et des exports. C'est que si tu veux importer ou exporter ton blé, il n'y a pas 50 ports. Hein. Tu as un port à Montréal, tu as un port à Québec. Hein. C'est ça, fait que Donc c'est suffit- plus facile à Donc contrôler. suffit de mettre une dizaine de gars à Mhm. Québec, une dizaine de gars à Montréal, qui taxent ce qui rentre et ce qui sort. Exact. Ça prend pas une grosse administration. De la même manière que c'est plus facile de taxer l'immobilier, Complètement. parce que c'est physique, on sait où est-ce qu'est l'immeuble. La journée où tu reviens sur l'immeuble, Et c'est exactement. Et puis l'avantage de l'immobilier, c'est que tu peux plus difficilement le cacher. C'est que tu peux conseiller de l'intérieur. Donc c'est aussi, je pense, une des raisons pourquoi ils n'ont pas fait une taxation mobilière au Québec, c'est que tu as un gars qui rentre dans ton entrepôt, qui rentre chez toi pour voir tes biens, pas certain qu'il ressort vivant.
J'aime comment dans ce temps-là, c'est pas on te tabasse. C'est violent, Non. C'est violent. T'es mort. Tu viens checker mes impôts, t'es mort. Bah, Finalement, les auditeurs, on les traite très bien, Non, mais les auditeurs fiscaux de non, mais Ils sont- mais t'es dans un petit village, ça prend 2-3 semaines depuis Montréal de te déplacer. Ça va prendre 2 mois avant qu'on se rende compte que t'es mort. Hein. Le petit village d'aujourd'hui s'appelle Saint-Lambert. Longueuil. Longueuil, Laval. Non, mais t'es au fin fond du lac Saint-Jean. Le temps qu'on se rende compte à Québec que t'as disparu, que t'as disparu, que tu reviens pas comme tu le devrais. percepteur est pas revenu. Puis quand tu vas sur place, il y a plein de raisons pour lesquelles il est disparu. Hein. C'est dangereux à Dans la l'époque. Hein. forêt, oui. J'ai dans la jamais forêt. vu, là. Les ours noirs. Nous, on l'a Le jamais parc vu. national qu'il faut traverser, c'est quelque chose, ça, la Parc nuit. Là. national, hein. Non, on l'a l'époque, jamais, c'était jamais pas. vu. Donc c'est pour ça qu'on a un système d'imposition qui est beaucoup plus simpliste. Parce Ouais. qu'il y a avoir un impôt. En fait, nos impôts sur le revenu, on se rend pas compte, mais ça demande une administration qui est folle. Hein. Bah oui. Je vous pose la question, messieurs, vite comme ça. Là. Préférez-vous le système fiscal d'avant la Confédération, où ce qui était imposé sur tes biens immobiliers, ou là, je vous demande pas là, comparé aujourd'hui, je vous demande entre l'impôt bien immobilier ou l'impôt sur le revenu. On oublie les taxes, je vous demande juste entre ces deux-là. Lequel t'auras à choisir? Je veux pas savoir pourquoi. Lequel t'auras à choisir? Bah, moi, personnellement, qui n'ai aucune propriété foncière et qui est assez peu matérialiste, c'est sûr, j'aurais pas payé beaucoup d'impôts à cette époque-là. Fait que tu choisis l'impôt sur... Et toi, Jay? Je suis indécis parce que d'un bord, je pense que la taxe sur le capital peut permettre une meilleure redistribution de la richesse. Mais de l'autre côté, je peux pas non plus être indifférent au fait que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent puis qui décide de la dépenser dans des trucs plus... On avait-tu le terme jovialiste, je pense, qui est comme valeur à un certain point? Qui crée aucun actif à long terme. À mon avis, c'est pas normal non plus de pas les imposer, donc je suis perplexe. Si vous permettez un commentaire par rapport à ça. En fait, à l'époque, on taxe le capital, pas parce que en fait, c'est pas la même signification qu'aujourd'hui. On taxe le capital parce qu'en fait, on peut pas taxer le revenu. Oui, je comprends C'est que, que en fait, c'était difficile de... D'ailleurs, c'est ce qu'on va longtemps appeler la théorie des signes extérieurs de richesse. C'est qu'en fait, on va taxer ton capital parce qu'on suppose que si tu as... D'ailleurs, ce qu'on va taxer, c'est tout le capital productif à cette époque-là. C'est que on va taxer... Ta terre. La terre agricole. Bah ça, c'est... Effectivement, biens, premier milieu, ton bah, équipement, tes chevaux, ton stock, ton outil, ta charrette. On va essayer de taxer le capital productif parce qu'en fait, il n'y a pas de revenus. Il ne faut pas oublier, il y a pas, je le répétais, mais il n'y a pas non plus beaucoup de numéraire. Il n'y a pas beaucoup de monnaie à l'époque. Hein. Ça se fait plus par troc Par troc, ouais. que par autre chose. En fait, la monnaie, elle est dans les villes. Ouais. Dans les villes, il y a de la monnaie, mais dès que tu es à la campagne, tu t'es payé en grains. Tu es littéralement payé en grains. Merci beaucoup, M. Larocque. Merci, Jay. Merci, Reg. Donc, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui sur l'histoire de la fiscalité, l'époque de la Nouvelle-France jusqu'à 1867, puisque je crois que tu nous réserves quelque chose pour la Confédération et là, après 1867, qui va se rapprocher beaucoup. Mais oui. Triste est de savoir que les problèmes d'il y a 200-300 ans s'appliquent toujours aujourd'hui. Mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux? Merci beaucoup à tous, encore une fois, pour votre présence et votre écoute. Sur ce, nous vous souhaitons bonne journée.